Quelle est l'autorité morale de Flávio Bolsonaro pour parler de corruption? C'est le type le plus pourri du Brésil. C'est Flávio Bolsonaro lui-même, candidat à la présidence, qui a été pris sur un enregistrement audio en train de demander 140 millions pour Forcaro. 140 millions pour Forcaro. Il en a reçu 61. Il y a 3 mois, il a promis de rendre des comptes dans 1 mois. Hier, ensuite, il a décidé de dire que c'était une page tournée, sans rendre de compte. Mec, il n'y a de corruption que lorsque tu enquêtes sur la corruption. Tu peux être le type le plus pourri du monde. Si personne n'enquête sur toi, mon pote, tu vas marcher dans la rue la tête haute en disant « Je suis sacrément honnête ». Bolsonaro pendant son mandat. Et là, tu vas dire « Ah, encore en train de parler de Bolsonaro ». Eh bien oui, parce que la politique, ça se fait par comparaison. D'accord. En politique, tu choisis entre l'un et l'autre. Tu sais, la politique, l'élection, c'est un choix multiple. Donc, tu dois toujours comparer. Bolsonaro, pendant son mandat, il a ordonné le renvoi du ministre de la Justice, qui était Sergio Moro, soit dit en passant. Il a ordonné le renvoi du chef pour mettre Ramagem à la place. Il a ordonné le renvoi du surintendant de la police fédérale à Rio de Janeiro parce qu'il enquêtait sur son fils. Et il a fait de même avec toutes les enquêtes. Le système du NSS que vous avez mentionné ici, n'est-ce pas, a commencé sous le gouvernement Bolsonaro et n'a pas fait l'objet d'une enquête. L'affaire Banco Master. Le Master a été autorisé à opérer sous le gouvernement Bolsonaro par Campos Neto, nommé par Bolsonaro. Les dénonciations sont arrivées sur le bureau de Campos Neto et il les a mises dans un tiroir. Lula est arrivé au gouvernement, il a mis en place une CGU indépendante, une police fédérale indépendante. L'enquête du NSS a été ouverte, Banco Master a été liquidé. Et parfois, la façon dont tu parles, on dirait que c'est une création du gouvernement Lula, non? Ce qui n'est pas le cas. C'est un mensonge, un récit mensonger. Maintenant, est-ce que le fils de Lula est impliqué dans quelque chose? L'enquête le montrera. S'il l'est, qu'il paie. C'est ça la grande différence. La grande différence, c'est justement ça. Que ça fasse mal ou non. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis ici. Lula lui-même, son père, président de la République, a dit « Si mon fils est impliqué, il devra répondre ». Et puis on se souvient de Bolsonaro qui parlait lors de cette réunion gouvernementale qui a été divulguée en disant « Ouais, moi je ne vais pas laisser qu'on foute mon fils dans la merde. Je vais virer qui je dois virer. » Voilà la différence, mon frère. Ici, on enquête. Mais quelle est la perception d'une partie de la société? Comme il y a une enquête en cours maintenant, il y a des nouvelles maintenant, donc la corruption se produit maintenant. Tu comprends? Alors quelle serait la meilleure alternative? Garder tout dans le tiroir? Mettre un chef de la police fédérale qui fait seulement ce que tu dis? Ne pas demander d'enquêter sur quoi que ce soit? Là, tu ne parlerais même pas de ce sujet. Tu vois le truc? Alors, je pense que c'est comme ça. On ne peut pas transformer le mérite du gouvernement qui a été de mener l'enquête, quitte à faire mal, peu importe à qui, même si cela signifie tailler dans sa propre chair, même si cela touche des personnes proches du gouvernement, du goût politique du gouvernement, faire cela. Et Lula, à aucun moment, même lorsque l'enquête a atteint son fils, le chef de son cabinet, le chef de file du gouvernement, l'enquête, à aucun moment, il n'est allé voir le directeur de la police fédérale ou le ministre de la Justice pour leur dire d'arrêter l'enquête. Car sinon, elle se serait arrêtée. Et elle continue. Maintenant, je vois, et là ce n'est pas ton cas, c'était ce que j'avais à te dire. La droite, historiquement au Brésil, utilise une tactique appelée oudénismo. L'oudénisme, oudénismo. Qu'est-ce que c'est que l'oudénisme? Il vient d'une organisation politique appelée UDN, Union démocratique nationale, aussi de l'époque de Getúlio Vargas. L'UDN, dont le leader était Carlos Lacerda, qui a même été gouverneur de l'état de Guanabara, qui est aujourd'hui Rio de Janeiro, s'est développée. Mais elle n'avait pas de projet pour le pays. Elle n'avait pas de programme. Elle n'avait pas de proposition. Quelle était la ligne de l'UDN? C'était d'accuser tous les adversaires d'être des voleurs et des corrompus. Et le plus curieux, c'est que les leaders de l'UDN étaient, en général, les plus grands corrompus du Brésil. L'oudénisme, il s'est imposé comme une pratique consistant à utiliser l'argument de la corruption ou la critique de la corruption pour écarter les grands débats du pays et tenter de discréditer ceux qui avaient des projets contre les élites nationales. C'est là que cela a émergé, avec Getúlio Vargas, qui a été l'homme qui a créé la CLT, celui qui, pour la première fois, a donné la citoyenneté aux travailleurs brésiliens, n'est-ce pas? Carlos Lacerda a poussé Getúlio Vargas au suicide à partir de dénonciations de corruption qu'il a faites. Il a arrêté le coup d'État, n'est-ce pas? Ensuite est venu Juscelino Kubitschek, également dans la même mouvance de l'udénisme. Tu sais de quoi Juscelino Kubitschek a été accusé? D'avoir un triplex. Regarde comme l'élite brésilienne manque de créativité. Leur répertoire ne change même pas. Il a été accusé d'avoir un triplex et a été rendu inéligible à cause de ça. Mais il en avait un alors? Non, le pire c'est qu'il n'en avait pas, tout comme Lula n'en a pas. Tu te rends compte? Ou tu penses que Lula a un triplex? Mais ne me dis pas que tu es tombé dans ce piège, Robertinho. Tu vas tomber dans le mien. Je t'admirais tellement. J'ai confiance en la justice. Vraiment J'ai intelligent. confiance en la justice. Ce que la justice dit, je dois croire en la justice brésilienne. C'est bien. Je dois croire en la justice brésilienne. Croire en Alors, l'institut comme la brésilien. justice brésilienne n'a jamais prouvé que Lula possède un triplex, jamais, montre-moi cette preuve de la justice. Parce que là, je te dis la même chose. Jamais prouvé.
Et comme il existe quelque chose de fondamental dans la justice, qui est les personnes sont innocentes jusqu'à preuve du contraire. La présomption d'innocence, un principe de Ça va l'état pour de Flavio, droit. d'accord? Pour tous, ça vaut pour tous. Ils sont innocents jusqu'à preuve du contraire, n'est-ce pas? Maintenant, je ne peux pas dire que Lula a un triplex, parce que ce n'est pas prouvé. Mais je peux te dire que Flavio a une villa de 6 millions, parce qu'il te l'a dit lui-même, ça a été prouvé. 6 millions va à Tu sais comment il a payé? Tu Et sais encore ou comment pas? acheter? Comment? Celui-ci, c'est le... Tu sais comment il a réussi à payer la villa de 6 millions? Regarde comme c'est fascinant. Il a payé le manoir de 6 millions avec un prêt de la BRB, Banco de Brasilia. Et tu sais qui était le directeur de la BRB qui lui a accordé le prêt? Le même gars qui a travaillé pour que la BRB achète le master pour le banquier qui est en prison aujourd'hui. C'est bizarre, non? Eh oui, il lui a accordé le prêt sans qu'il le prouve, tu vois, d'une manière totalement atypique. C'est déjà démontré, d'accord? C'est Flavio lui-même qui le dit. J'ai payé la villa, je ne sais pas quoi, et tout ça. Je ne peux pas dire que Lula a un triplex, parce que ce n'est pas prouvé. Mais je peux te dire que Flavio a acheté 51 biens immobiliers en espèces. Parce que ça, c'est prouvé par la justice. Prouvé. Prouvé. 51 biens immobiliers. Des biens immobiliers. De l'argent Pourquoi cela ne liquide. figure-t-il pas dans la Prouvé, déclaration? assumé. Pourquoi cela ne figure-t-il pas dans Non, sa ça, déclaration, puis le nom de... Il a fait de la spéculation immobilière. Il a acheté, revendu. Tu comprends? Ça, c'était une affaire d'il y a longtemps. Ce n'est pas récent. J'ai compris. Il Mais n'a lors pas de l'achat 50 ans. Biens immobiliers. Il Il a un, acheté en a vendu deux, en a 51 acheté deux, biens en a vendu immobiliers. De l'argent liquide, n'est-ce pas? trois. Agent immobilier. Je ne peux pas te dire que Lula possède un triplex. Parce que ce n'est Mais pas il pourrait prouvé. en avoir un, Mais parce qu'il avait presque 10 millions. bien sûr qu'il là. pourrait en Non. avoir un. Il a Moi, été je donnais le président de la spectacle. République 2 fois. Il aurait toutes les conditions pour en avoir un. Mais il n'en a pas. Je ne peux pas te dire qu'il en a, mais je peux te dire que l'épouse et la mère du chef de l'Escritorio do Crimi, Adriano da Nobrega, ont été assistantes de Flavio Bolsonaro à l'Alerge, tant il était député de l'État de Rio, parce que cela est prouvé. Et si tu lui demandes, il va l'admettre, parce qu'il l'a déjà admis publiquement, parce que c'est consigné. Elles ont été assistantes, c'est documenté. Tu sais qui était le chef de l'Escritorio do Crime? L'Escritorio do Crime était un groupe de tueurs à gages. Qui a été responsable du meurtre de Marielle Franco? L'Escritorio do Crime était la plus grande milice de Rio de Janeiro et de Rio das Pedras. Et le chef de l'Escritorio do Crime, qui a été honoré par Flavio Bolsonaro plus d'une fois, avec des distinctions, la médaille Tiradentes à l'Assemblée législative de Rio, c'était Adriano da Nóbrega, qui a été assassiné par la suite pendant le gouvernement Bolsonaro pour le faire taire là-bas en Bahia. Il menaçait quand il y avait des rumeurs selon lesquelles il allait passer un accord de collaboration avec la justice. Sa mère et sa femme ont travaillé dans le bureau de Flavio. C'est prouvé. Et que Queiroz aussi. C'est prouvé. Donc, il faut dire ce qui est prouvé. Cela dit, et en revenant à l'udénisme, méthode historique de la droite et des élites brésiliennes pour tenter de discréditer ceux qui ont un projet populaire dans ce pays. La corruption, c'est un cancer, c'est un fléau de l'État brésilien. Elle doit être éradiquée. Vous savez ce que c'est? La corruption, c'est une promiscuité entre l'intérêt public et l'intérêt privé. La corruption, c'est quand un agent public est coopté par le marché pour défendre ses intérêts à travers le lobbying et reçoit une récompense pour cela. Cela s'appelle la corruption. Aujourd'hui, c'est une stratégie de marché des entreprises capitalistes, pas seulement au Brésil, mais dans le monde entier. Cette idée qu'on nous a vendue, selon laquelle le Brésil serait le pays le plus corrompu du monde et qu'il n'y aurait pas de corruption ailleurs, est la plus grande des mensonges. Il suffit de regarder les montages de corruption aux États-Unis, en Europe, en Asie, n'est-ce pas? Dans le reste de l'Amérique latine, la corruption est endémique. Là-bas, le dans lobbying, l'État oui. bourgeois. Le lobbying là-bas est légalisé. Elle est endémique, mais y a-t-il de la Oui, corruption? oui, oui, si on quand considère même. le D'ailleurs, lobbying. citons ici un cas. Citons ici un cas de corruption qui fait l'objet d'une enquête. En ce moment, il fait l'objet d'une enquête par le ministère public, par le parquet américain. L'une des mines de terres rares dont nous avons commencé à parler ici, celle de Poços de Caldas, n'est-ce pas? Tu sais quel est le fonds qui a voulu l'acheter? C'est un fonds dont l'un des actionnaires est le fils de Donald Trump. Il fait l'objet d'une procédure judiciaire aux États-Unis parce que ce même fonds dont il est actionnaire a passé des contrats avec le département de la Défense, avec le Pentagone aux États-Unis. Donc la corruption, elle est endémique. Boulos, tu es en train de banaliser ça? Non, monsieur. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est penser que la corruption est une arme politique pour attaquer un parti ou un autre. La corruption, elle est ancrée dans la formation de notre État capitaliste. Des deux côtés, aussi bien Au à droite Brésil, qu'à non, mais gauche. c'est l'État, mec. C'est la machine. Pourquoi allons-nous combattre la corruption? De haut en bas. Avec une profonde transformation du système politique brésilien. Ça commence, c'est ce qu'on appelle la réforme politique. Actuellement, n'est-ce pas? Chemin. Mettre fin au système des portes tournantes. Vous savez, où il y a une corruption que peu de gens voient dans les agences de régulation de ce pays? Vous en êtes sûr?
Alors tu prends, je n'aimerais aucune agence. Parce que sinon, dans peu de temps, Tu es malin, tu n'as pas besoin de te fâcher président contre va se moi, tu fâcher as été contre arrêté. moi. Ça, cela, alors je ne vais citer personne. Mais il y a des agences pour réguler les mutuelles de santé. Des agences pour réguler l'énergie. Des agences pour réguler l'eau. Agences pour réguler je ne sais quoi. Faites bien attention et cherchez. Une bonne partie des gars qui passent par ces agences, bon, ce ne sont pas tous. Il y a des gens corrects dans les agences. Il faut le dire, il y en a. C'est vrai, je ne dis pas ça juste pour minimiser, il y en a. Mais une part significative des personnes qui passent par ces agences, après les avoir quittées, deviennent de grands cadres avec des salaires faramineux, dans le secteur qu'ils étaient censés réguler. Au pire, parfois ils viennent directement du secteur qu'ils étaient censés réguler. C'est une promiscuité, c'est le système des portes tournantes. Nous devons avoir des lois strictes pour combattre cela. Le système des portes tournantes. Deuxièmement, nous devons changer le système politique pour un vote en « j'en suis convaincu ». Tu vas voter pour un parti maintenant? Tu votes pour la liste de cette coalition, de ce parti, de ce groupe, de cette alliance. Tu votes, comment ça marche? Ça peut sembler un peu étrange, mais on est habitué au vote individuel. Tu ne vas plus voter pour la personne. Non, pour le président, tu votes pour la personne. Pour le Parlement, tu votes pour la liste. Tu ne vas pas voter pour Natalia Boulos. Tu vas voter pour le PSOL. C'est ça. Tu voterais pour la liste du PSOL Et puis ou le pour la parti liste de Lula. choisit supposons. qui ce Le sera. parti décide, il doit y avoir des critères transparents, même avec une primaire interne, pour que les partis définissent qui sera en tête de liste jusqu'à la fin. Sinon, le président du parti devient aussi l'homme le plus puissant du Brésil. Et ça ne peut pas être comme ça, n'est-ce pas? Mais c'est déjà comme ça. Non, mais c'est à cause du fonds électoral. Il a beaucoup de pouvoir dans la Le gestion premier du fonds sur la électoral. liste sera celui qui mettra le plus d'argent. Oui, ça C'est finit comme par le être comme ça. suppléant au Ça Sénat. finit par être comme ça si tu n'as pas de critères. Mais je comprends pas. Mais tu peux avoir des critères. Tu peux avoir une primaire ouverte. Les gens sont d'accord avec toi. 4000 personnes sont d'accord C'est avec quoi le toi. vote par liste, les gars? Le vote par liste, c'est comme ça, mec. On arrive et on dit, voilà, la liste de Lula, c'est celle-ci. Il y en a 2, 3. D'ailleurs, tu peux même faire une liste paritaire, hommes et femmes. Cela peut être rendu obligatoire par la loi. Et tu peux avoir 50% du congrès composé de femmes. 50% des conseils municipaux composés de femmes. 50% des assemblées législatives composées de femmes. Tu combats la sous-représentation. Tu mets aussi un quota pour les noirs et les noirs, n'est-ce pas? Aussi dans la liste. Regarde là-bas, mec. Non, mais un Comprends? quota pour, Non, par j'ai exemple, il faut compris. avoir au moins une personne noire parmi les 3 premiers noms de la liste. Parce que comment ça fonctionne? Tu fais une liste, tu votes pour la liste. Alors cette liste a eu je ne sais pas combien de millions de voix. Ces millions de voix sont proportionnels pour élire 80 personnes. Donc, les 80 premiers noms de la liste sont élus. C'est ça le vote par liste. C'est comme ça que ça fonctionne dans une grande partie des pays européens à régime parlementaire, n'est-ce pas? Oui, moi je défends le vote par liste. Pourquoi? Tu sais ce qui crée le Centrao? J'ai été député pendant 3 ans et j'ai vu ce groupe agir. J'ai vu comment il joue et que le jeu est dur. Le Centrao se forme de la manière suivante. C'est le vote individuel dans l'anonymat. Alors pourquoi la personne qui vote pour Zé Scovis du Republicanos, ou du PSD, ou d'União Brasil, du Público Maril, le gars, il vote pour Zé Scové. Il ne sait pas quelle est la position politique de Zé Scové. Il ne sait pas ce que Zé Scové défend. Il ne sait pas comment Zé Scové va voter au Congrès. Elle vote pour Zé Scovs parce que Zé Scovs a mis un peu d'asphalte dans sa rue. Parce que Zé Scovs est venu avec quelque chose. Parce que Zé Scovs a fait passer sa belle-sœur en premier dans la file du centre de santé. Parce que Zé Scovs, c'est du clientélisme. Clientélisme. La logique du vote parlementaire est individuelle et clientéliste. Vous avez une partie des gens, à gauche comme à droite, des deux côtés, qui sont élus par un vote d'opinion, qui sont élus pour leurs idées, n'est-ce pas? D'accord. Et avec les amendements parlementaires obligatoires, le clientélisme est devenu encore plus fort. Parce que le député est devenu un distributeur de budget. Le sénateur est devenu un distributeur de budget. C'est un scandale. C'est un scandale, n'est-ce pas? Et la réalité, c'est que vous créez une perpétuation de ces gens au pouvoir. Et c'est un peu comme voter à l'aveugle. Parce que tu votes pour le gars, parce qu'il t'a aidé ici. Mais tu ne sais pas si ce gars va voter pour ou contre le système. 6 jours sur 1. Si ce gars va voter pour taxer les super riches. S'il ne va pas voter pour taxer les super riches. Si ce gars va te défendre ou s'il va t'enfoncer. Tu ne sais pas. Quand tu votes au scrutin de liste, tu dis « je vote pour Lula et je vote pour la liste de Lula ». Le gars vote pour Bolsonaro, il vote pour la liste de Bolsonaro. Tu fais en sorte que le Parlement devienne plus politisé.